Bonjour mesdames et messieurs, au micro Ariane Weinstein, ville de Los Angeles, Californie. Si quelqu'un dit qu'il s'est ennuyé à l'époque de Trump, c'est qu'il est tout simplement sourd et aveugle. Aujourd'hui dans l'émission, comment Schwarzenegger a remis les gauchistes de l'émission The View à leur place. En russe, cela signifie « regard ». Sur la façon dont les États-Unis sont obligés d'agir avec l'Iran, sur la menace de migration de 90 millions d'Iraniens vers l'Europe, sur la façon dont la Russie essaie de s'imposer comme médiateur entre l'Iran et Israël. Pourquoi le petit Israël a-t-il complètement vaincu un pays immense de près de 100 millions d'habitants, au moins 90 millions il y a là-bas, 92-93 millions de personnes? D'ailleurs, Israël compte 7,5 millions d'habitants, donc c'est 12 fois moins un État. Et pourquoi l'Ukraine ne peut-elle pas faire la même chose et chasser les envahisseurs qui sont 3 fois plus nombreux qu'elle? Nous allons néanmoins commencer par un dilemme moral. Faut-il tuer ou ne pas tuer les spécialistes nucléaires iraniens? Ici, si je comprends bien, il y a un débat entre ceux qui sont complètement embrouillés dans le libéralisme et le libertarianisme et qui ne sont pas vraiment préparés aux questions philosophiques. Les habitants de la planète Terre. Essayons de comprendre et faisons-le, comme on dit, de notre manière habituelle en respectant notre principe habituel. Réduisons le complexe au simple, mais essayons de ne pas perdre la nuance. Alors, l'élimination des physiciens iraniens. Cela paraît horrible, n'est-ce pas? Cela paraît vraiment horrible. De gentils excentriques perdus, des intellos. Eh bien là, les intellos, pas au sens de leur spécialité, mais au sens de geeks, de rats de bibliothèque. Ceux qui se contentaient de mélanger des potions dans des fioles. Mais alors sont arrivés les terribles et sanguinaires ivris. Ce sont les Israéliens, les Juifs, les Youpins, on peut les appeler comme on veut, oui, les sales Juifs. Et nous ne sommes qu'une horde de sionistes, des sionistes. Et ils ont commencé à les tuer, sans même penser qu'ils avaient des enfants, des femmes, des amis, des projets de vacances en Italie. Et peut-être d'ailleurs une sympathie secrète pour l'exilé. Quand? C'est au chat de décider. Mais puisque nous avons dressé le portrait d'un scientifique inoffensif, dressons maintenant le portrait d'un sioniste agressif. Disons un pilote déterminé. 28 ans, 2 enfants, une femme enceinte du 3e. Une maison, un prêt immobilier, des cours du soir à l'université en spécialité dentaire. Le plus jeune fils est allergique à tout. Sa belle-mère vit avec lui. Elle est divorcée de son beau-père. Le pilote aime jouer au basket-ball, mais il n'a absolument pas le temps. Parfois il peint à l'huile. Des natures mortes amusantes, parce que c'est son passe-temps. Oui, il adore bien sûr Scriabine, Grieg et Mendelssohn, sans savoir que Mendelssohn est juif. Le grand-père et la grand-mère du côté paternel se sont rencontrés à Auschwitz. Le grand-père et la grand-mère du côté maternel sont venus du Yémen, où ils vivaient dans des grottes. Oui, donc en 6e, il a gagné l'Olympiade municipale de mathématiques. Sa couleur préférée est le rouge cerise. Et maintenant, parlons de la raison pour laquelle, après être allé à l'armée, il s'est engagé dans les unités les plus difficiles possibles. Son premier choix était pilote, le deuxième parachutiste. Tout simplement parce que, ayant appris à comprendre un peu le farsi, il entendait chaque jour que les mollahs musulmans iraniens, suivis par tout le peuple, à genoux répètent 5 fois par jour « Allah ». Je jure que dès qu'ils en auront l'occasion, ils tueront ses enfants, qu'il adore d'ailleurs. Ça arrive, les pères adorent parfois leurs enfants. Pour une raison quelconque, il n'a pas aimé cette idée. Et puis il a appris que l'Iran avait déjà plus de 1500 missiles balistiques et que la Chine leur avait promis d'en fournir encore 6000 dans les prochaines années. C'est-à-dire que dans 2 ans, ils auront 8000 missiles balistiques.
Et si, disons, on équipe une petite partie d'entre eux de bombes sales? S'ils volent vers Haïfa, à Nef Sha'anan, là où sa famille vit, sur cette même pente qui fait face à l'Iran, ça pourrait très mal tourner. Et c'est pourquoi il a décidé que, s'il en avait l'occasion, il essaierait de ne pas les laisser fabriquer une bombe sale, propre, n'importe laquelle, et d'acquérir 6, 8, 10 000 missiles balistiques. Le commandant de l'opération, tel un lion, avait aussi ses propres considérations. À 46 ans, il doit maintenant décider du destin du pays, et peut-être même du monde. Sa sœur physicienne à l'université de Jérusalem connaît des scientifiques iraniens et disait que la plupart sont bienveillants. Des gens formidables et attentionnés qu'on oblige comme en URSS à l'époque, non pas en prison mais simplement en les réunissant ainsi, à faire certaines choses. Et vas-y, crée, espèce de créateur. Comment on dit? Voilà, créer. Mais que fallait-il créer? Eh bien, il fallait justement créer des armes de destruction massive, avec lesquelles il comptait d'y bombarder et conquérir les adversaires, comme il disait du pouvoir soviétique, c'est-à-dire le reste du monde. Voilà donc son fils, à moitié juif iranien, parle avec ses cousins de Téhéran sur Skype. Là-bas, ils cachent en tous que les juifs apportent leur aide et aident les mères. Parce que le père était quelque part un fonctionnaire là-bas. Et ce sont tous de bons gars, des gars merveilleux, adorables. Mais leur pays annonce chaque jour que dès qu'il en aura la force, il effacera les Juifs de la surface de la terre. Tous. Des femmes, des enfants, des scientifiques, des ouvriers, même des facteurs. Et surtout les pilotes. En Iran, dans les montagnes, à 100 mètres de profondeur sous les rochers, il y a des installations pour l'enrichissement de l'uranium et la fabrication de bombes. Et bien sûr, des missiles également. Et peu importe combien Israël bombarde, il est impossible de détruire complètement tout le programme nucléaire. Si les scientifiques brillants, gentils et réactifs sont transférés, là-bas alors l'Iran aura bientôt la bombe atomique. Peu importe combien Israël les bombarde, et ils la monteront. On dit qu'ils ont assez d'uranium, et maintenant ils l'ont déjà enrichi à 85%. Il ne leur reste presque rien, juste jusqu'à 90%. Et ils en ont assez pour 10 bombes d'ixogives nucléaires. Ils les mettront sur 10 ogives et les lanceront dans différentes directions à travers Israël, mais au moins une atteindra sa cible. Et elle peut atteindre Tel Aviv ou Haïfa, là où se trouve le Technion, où vit notre jeune pilote avec sa famille. Et ces deux personnes pensent que si je les détruis, mes proches, mon pays et mon peuple ont une chance. S'ils survivent. C'est effrayant pour le pays, si on les détruit. Priez, mes amis. Très probablement. Ils ne survivront pas. À votre avis, qu'est-ce qu'ils vont décider? Et vous, quel aurait été votre choix? Voici le choix qui s'offre à vous. Une option consiste à éliminer les scientifiques qui permettent à l'ennemi de tuer vos proches, ou bien les laisser en vie et augmenter considérablement le risque de décès pour vos enfants, vos conjoints, vos proches, vos amis, vos voisins. Alors, qu'auriez-vous décidé? Vous ne pouvez pas les faire sortir de là, les gars. Vous ne pouvez pas détruire toute la production. Il ne vous reste que 2 mauvaises options. Et vous devrez choisir entre deux, comme on dit, entre deux mots. Alors faites votre choix. Maintenant, vous et moi avons ramené une question philosophique complexe à une simple question de la vie quotidienne. On s'apprête à tuer vos enfants. Allez-vous les protéger ou prendre une décision? Eh bien, tant pis pour eux. J'en ferai d'autres. Mercredi, la Douma russe a ratifié un partenariat stratégique de 20 ans avec l'Iran. C'est presque drôle, non? Destiné à renforcer le partenariat dans le domaine des technologies nucléaires. Eh bien, parmi d'autres choses.
Le Kremlin a choisi un moment intéressant pour ratifier ce traité, signé d'ailleurs en janvier, juste au moment où il est question de savoir si les États-Unis vont frapper l'Iran eux-mêmes, ou bien... Ils pourraient d'une certaine façon transmettre leurs bombes anti-bunker à Israël. Si bien sûr Israël dispose de bombardiers capables de les transporter, mais il me semble que non. Nous en parlerons aussi, nous écouterons les experts. Poutine s'est déjà proposé comme médiateur, et Trump au début a même dit qu'il n'était pas vraiment contre, mais un peu plus tard, il a rejeté cette proposition. Eh bien, évidemment, en apprenant que la Russie, même formellement, ne peut plus dire elle-même que, après la ratification de cet accord, elle n'est plus, disons, une partie non concernée. Comment pourrait-elle, bon sang, être une partie non concernée ? Ou peut-être, au contraire, ils ont ratifié maintenant parce que Trump a dit non. Ah non ? Alors voilà, regarde ici. Le représentant de l'Iran, le ministre des Affaires étrangères Abbas Aragan, il me semble. Ou Aragachi, il a un nom de famille comme ça. Je m'excuse, vraiment, j'ai toujours des problèmes avec... Il a annoncé qu'il prévoyait de transmettre à Poutine un message de Khamenei et de discuter des plans de coopération futurs et à long terme. Naturellement, en Iran, tout cela a été perçu comme le début de la préparation de Khamenei à la fuite, en incluant dans la délégation tous ceux qu'il souhaite faire sortir du pays. Eh bien, et les emmener vivre à Rostov, plus près du siège, si je comprends bien. En fait, ce n'est pas pour cette raison. Donc Steven Witkoff, qu'on appelle constamment en Ukraine un avorton, un idiot, un crétin, un fou. Je ne vais donc pas continuer à énumérer. Il a déclaré que l'Iran doit complètement abandonner son programme, donc, de développement de missiles balistiques et d'armes nucléaires. Donc Caroline Leavitt, c'est la porte-parole de la Maison-Blanche, une jeune femme qui intervient constamment. Je suis sûr que vous l'avez vue plusieurs fois, elle est, à mon avis, la plus jeune porte-parole jamais vue aux États-Unis d'Amérique. Elle a déclaré que Trump avait transmis à Khamenei que l'Iran devait complètement renoncer à ses ambitions nucléaires et que le président Trump, selon ses mots, avait donné à l'Iran un ultimatum ultime. Ce sont ses propres paroles que je rapporte. Donc, selon les actions de l'ayatollah, les États-Unis entreront ou n'entreront pas en guerre. Les dirigeants iraniens croient toujours qu'il est impossible de détruire complètement leur laboratoire, surtout dans les montagnes. Que le programme est conçu de telle sorte que même la perte de la moitié de la production ne l'arrêtera pas, et qu'il reprendra dans 1 an ou 2. Ils pensent aussi qu'ils peuvent encore avoir le temps rapidement de fabriquer quelques bombes sales. Ils pensent qu'en bombardant les bases militaires américaines, ils arrêteront Donald Trump, c'est là qu'ils se trompent. Il ne faut pas agir ainsi avec Donald Trump. Il acceptera soi-disant des négociations où ils signeront tout, mais ne respecteront rien. Évidemment, comme ils l'ont toujours fait, et ensuite, avec l'aide de la Russie, ils rétabliront tout leur potentiel militaire. À l'annonce que l'Iran envisage de bombarder la Bulgarie, qu'il bombarde les États-Unis, Donald Trump a répondu « Voilà maintenant la seule chose à laquelle je suis prêt à consentir, a-t-il dit, c'est une capitulation absolument totale et inconditionnelle. » Et il a ajouté « Ils m'ont vraiment poussé à bout. » D'ailleurs, ils en ont poussé beaucoup à bout. Monsieur le Président, que direz-vous au guide suprême de l'Iran qui affirme qu'ils ne se rendront pas? Je lui dirai bonne chance. Et si le corridor aérien avec l'Iran venait à prendre fin? Dites-le. Et s'il n'y a plus de place? Elles sont déjà prises. C'est pour ça qu'on agit ainsi. Ils ont 60 jours et vous savez, 60 jours c'est assez de temps et honnêtement, ils ont fait une erreur. Si les États-Unis frappent? Leur pays est en ruine. Tant de personnes sont mortes alors qu'elles n'auraient pas dû mourir. C'est très triste. Les dirigeants font des erreurs, les citoyens en paient le prix. C'est vrai pour la Russie, pour l'Ukraine et pour l'Iran, bien sûr. Je vois souvent des commentaires disant que Trump fait des promesses en l'air, qu'il ne les tient pas et qu'il change tout le temps d'avis et de conviction. C'est intéressant d'écouter RJ à ce sujet. Je vous l'ai montré plusieurs fois. C'est un blogueur, mais c'est l'un des plus sérieux. Des blogueurs.
Regardons cela. Aujourd'hui, c'est le 145e jour de l'administration de Trump. Trump est au pouvoir depuis déjà 145 jours au cours des 10 dernières années. Depuis que Trump est descendu de cet escalator doré, il a été direct et cohérent sur le fait qu'il ne permettra jamais à l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Il a été cohérent, que cela vous plaise ou non. C'était l'une de ses promesses de campagne. Il a promis de déchirer l'accord nucléaire d'Obama avec l'Iran, dès le premier jour de son premier mandat. Et il l'a fait. Il a promis de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, et il l'a fait. Tout ce qu'il promet, il le fait. Il a aussi promis de mettre fin à ces guerres sans fin. Hier, il a dit à Tucker Carlson qu'il ne permettrait pas aux États-Unis de s'engager dans une autre guerre comme celle d'Irak. Il ne laissera tout simplement pas cela arriver. Ce matin, il a encore clarifié sa position. Il ne veut pas de guerre à long terme. Il ne veut pas de guerre à court terme. Il ne veut ni l'une ni l'autre. La seule chose qu'il veut, sa ligne rouge, c'est que l'Iran ne puisse pas posséder d'armes nucléaires. Ce que nous voyons maintenant, c'est Donald Trump utilisant son pouvoir présidentiel pour obtenir ce résultat. Regardez. Les gens de son camp ne veulent pas d'une guerre à long terme. Ils ont peur que nous nous engagions dans une guerre prolongée. Je ne veux qu'une seule chose. L'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires, c'est tout. Je n'envisage pas de structures à long terme. Je le dis depuis 20 ans, je l'ai dit quand j'étais un civil. Beaucoup de gens ont écrit sur moi, ils en ont parlé. C'est très simple. L'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires. Il ne s'agit de rien d'autre. Et si cela arrivait, vous n'auriez plus de pays, parce qu'il l'utiliserait contre nous et contre d'autres personnes, et un tyran régnerait sur le monde entier. Et nous recevons maintenant des nouvelles urgentes. On vient juste d'apprendre. Des responsables russes confirment que le chef adjoint de l'administration de l'ayatollah et d'autres hauts membres du régime iranien préparent des plans de fuite. Iran International rapporte que des responsables russes leur ont confirmé qu'ils ont assuré la sortie d'Iran pour Ali Ashkar Hajazi. C'est le chef adjoint de l'administration de l'ayatollah. C'est à peu près comme si Stephen Miller était ici aux États-Unis. Et d'autres membres du régime préparaient également des plans d'évacuation au cas où les États-Unis interviendraient. Et ce qui est frappant sur cette photo, c'est que le guide suprême se tient à côté de l'ancien chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui est déjà décédé. L'ex-chef des gardiens de la Révolution, Qassem Soleimani, également décédé. Israël a éliminé le nouveau chef des gardiens de la Révolution il y a 5 jours. 2 jours plus tard, l'ayatollah nomme un nouveau chef des gardiens de la Révolution. Que se passe-t-il? 24 heures plus tard, cette personne est également morte. Le Mossad est tellement infiltré dans ce régime qu'ils ont des espions partout. À l'heure actuelle, en ce moment même, il y a une très forte probabilité, nous parlons de 95% et plus, que le président Trump donne l'ordre de frapper l'infrastructure nucléaire iranienne. Nous entendons dire que la fenêtre pour une frappe s'est ouverte la nuit dernière, qu'il est maintenant suffisamment sûr d'envoyer un B-2 sans risque. Bien sûr, il y a toujours un risque. Mais il y a maintenant une fenêtre pour que Trump donne l'ordre d'utiliser ces fameuses bombes anti-bunker de 30 000 livres. Trump vient cependant d'annoncer qu'il n'a pas décidé. Lancez l'enregistrement. Pensez-vous que les États-Unis se rapprochent de plus en plus d'une frappe sur les sites nucléaires iraniens? Quel est votre avis à ce sujet? Je ne peux pas répondre à cela, n'est-ce pas? Vous ne pensez tout de même pas sérieusement que je vais répondre à cette question? Vous allez frapper une installation nucléaire iranienne? Et à quelle heure exactement, monsieur? Monsieur, allez-vous vraiment frapper? Dites-le nous, s'il vous plaît, pour que nous puissions être là et regarder. Je veux dire, vous ne savez même pas si je vais vraiment le faire. Vous ne savez pas. Peut-être que je vais le faire, ou peut-être pas. Personne ne sait ce que je vais faire. Je peux vous dire ceci. L'Iran a beaucoup de problèmes en ce moment, et ils veulent négocier. J'ai demandé pourquoi vous n'avez pas négocié avec moi avant tous ces morts et ces destructions. Pourquoi vous n'avez pas négocié? J'ai dit à ces gens, pourquoi n'avez-vous pas négocié il y a 2 semaines? Tout aurait pu bien se passer pour vous. Vous auriez eu un pays. C'est très triste à voir. Je veux dire, je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Tout le monde pensait que ce serait le contraire. Moi, non, je ne le pensais pas. Et je lui ai dit, tu dois faire quelque chose. Tu dois éliminer, négocier. Et à la fin, au dernier moment, ils ont dit non, nous n'allons pas le faire. Et ils ont été frappés. Trump a exigé une capitulation inconditionnelle de l'Iran.
Aujourd'hui, Trump a passé 1 heure à la Maison-Blanche avec l'équipe de sécurité nationale pour discuter de la dissuasion des ambitions nucléaires de l'Iran. Il faudra détruire l'usine d'enrichissement d'uranium de Fordow, enfouie sous une montagne en Iran. Actuellement, Israël ne dispose pas des moyens nécessaires pour détruire une telle installation. Il devra donc discuter avec les États-Unis de la possibilité d'utiliser une bombe pénétrante. Les États-Unis se préparent à la guerre, même si Washington exige la capitulation inconditionnelle de Téhéran. De nouvelles informations de renseignement indiquent que l'Iran travaille d'urgence sur un détonateur nucléaire, peut-être afin d'assembler sa première bombe nucléaire. Des rapports non confirmés affirment que le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, aurait pu ordonner à ses scientifiques de fabriquer d'urgence au moins une bombe, en utilisant toutes les matières premières d'uranium enrichies accumulées jusqu'à présent. Si c'est vrai, le compte à rebours est lancé. Les États-Unis déplacent déjà chasseurs, avions, ravitailleurs et porte-avions de la mer de Chine méridionale vers le golfe Persique pour préparer une guerre à grande échelle. Les scientifiques iraniens mènent une course contre la montre pour finir leur dispositif, avant que les bombardiers furtifs américains B-2 ne livrent personnellement cette bombe massive directement sur les installations nucléaires de l'Iran. Hier, le président Trump a appelé des millions de personnes à évacuer Téhéran immédiatement. Il a aussi lancé un avertissement public au guide suprême iranien affirmant que les renseignements américains savent où il se cache mais ne comptent pas l'éliminer. Du moins pour l'instant, à une condition stricte, que l'Iran renonce immédiatement et complètement à tous ses projets d'enrichissement d'uranium, remette tous les matières nucléaires et signe un accord en béton armé sur l'arrêt total et définitif de toute ambition nucléaire future. Mais en réalité, à l'heure actuelle, un tel accord semble extrêmement improbable. Et c'est pourquoi, dans les prochaines heures, les forces armées américaines pourraient franchir une ligne dont il n'y aura plus de retour possible. Aujourd'hui marque le 6e jour de l'escalade du conflit entre Israël et l'Iran. Et Israël vient de confirmer que sa récente frappe aérienne contre le plus grand site nucléaire de l'Iran, le complexe d'enrichissement d'uranium de Natanz, au sud de Téhéran, a été un immense succès. Regardez, messieurs, la carte à droite en rouge. L'immense pays qu'est l'Iran, l'ancienne Perse, fait 1,6 million de kilomètres carrés. À mon avis, c'est le 17e plus grand pays du monde, avec une population d'au moins 92 millions d'habitants. On dit que l'Iran gagne plus de 50 milliards de dollars par an grâce au commerce du pétrole. Le nombre total des forces armées est d'1 million de personnes, y compris les gardiens de la révolution islamique. Parlons maintenant de l'adversaire. Regardez à gauche, Israël. La superficie d'Israël est de 21 000 km². Sur ce territoire vivent 7,5 millions de juifs. On trouve aussi des Druzes, des Bédouins et d'autres groupes, mais ils ne sont généralement pas pris en compte pour diverses raisons. 170 000 personnes servent dans l'armée. Tous les autres sont des réservistes, c'est-à-dire que sur ce territoire vivent 7,5 millions de juifs, avec 170 000 personnes servant dans l'armée, tous les autres sont des réservistes. En Iran aussi, il y a un très grand nombre de réservistes. Au total, l'Iran est 80 fois plus grand qu'Israël en superficie. Sa population est 12 fois supérieure. En ce qui concerne l'effectif, Israël est obligé de maintenir une armée immense à cause des attaques constantes. Mais en temps de paix, néanmoins, sans mobilisation des réservistes, l'armée iranienne est 5 fois plus nombreuse que celle d'Israël, alors que personne n'attaque l'Iran. Et qu'en est-il d'Israël qui subit des attaques constantes? Au final, l'Iran a une population 12 fois supérieure, avec d'énormes ressources en hydrocarbures, avec du matériel venant de Russie, de Chine, de Corée du Nord et du Pakistan. Il perd honteusement la guerre contre un État plus petit. Depuis déjà 7 jours. Parce qu'Israël se préparait à la guerre. Parce que les Juifs ne demandent pas si on nous attaque. Ils disent quand on s'en atteint, si on s'amassant. Quand on nous attaquera. Parce que les Juifs en Israël ne volent pas à l'armée. Parce qu'on ne propose pas aux soldats d'acheter des gilets pare-balles offerts en don depuis l'étranger. On les vend. Fordow est protégé par 80 à 90 mètres de roches, soit près de 300 pieds de profondeur, avec au moins 5 entrées de tunnels creusés dans la montagne et menant au complexe. C'est comme un dépôt construit pour l'apocalypse.
Quand les services de renseignement occidentaux ont révélé le site nucléaire de Fordo en Iran en 2009, les dirigeants mondiaux ont vite compris la réalité des déclarations de Téhéran sur son programme nucléaire pacifique. La conception secrète et très sécurisée de cette installation ne cadrait pas avec le récit pacifique. Au contraire, tout à Fordo indiquait qu'il avait été construit spécifiquement dans un but essentiel, l'enrichissement secret de l'uranium et peut-être même l'assemblage d'ogives nucléaires. Il est enfoui si profondément et tellement renforcé que même l'arme anti-bunker israélienne la plus puissante, la bombe américaine GBU-28, aurait du mal à le détruire. Pour comprendre, la GBU-28 est conçue pour percer environ 100 pieds, soit environ 30 mètres de roche dure ou de béton armé, dans des conditions idéales. Mais Fordo se trouve à une profondeur presque 3 fois supérieure à cela, et c'est précisément pour cette raison qu'il reste une menace aussi énorme. Lors des premières frappes du 13 juin, Israël a tenté de frapper Fordo, mais les résultats ont été très inefficaces. Les images satellites après la frappe ont été rapidement analysées par l'AIEA, qui n'a constaté aucun dommage visible sur le site d'enrichissement de Fordo. Les puissantes bombes israéliennes n'ont tout simplement pas réussi à pénétrer suffisamment profondément à travers les couches épaisses. De plus, les responsables iraniens ont maintenu Fordo en fonctionnement malgré les frappes. En résumé, Israël ne possède pas d'armes pour détruire totalement cette installation nucléaire. Les experts s'accordent depuis longtemps à dire que, bien qu'Israël puisse retarder les progrès nucléaires de l'Iran de quelques mois, voire de quelques années, il est pratiquement impossible d'arrêter complètement le programme, à moins de détruire d'une manière ou d'une autre l'étage souterrain le plus profond de Fordo. Pire encore, c'est en ce moment même que ces scientifiques iraniens désespérés, qui s'empressent de fabriquer une bombe nucléaire opérationnelle à partir des ressources restantes, le font à l'intérieur de ce même site. De plus, le 16 juin, 3 jours après la frappe massive d'Israël, le Parlement iranien a annoncé qu'il préparait une loi sur le retrait de l'Iran du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968. Si l'Iran met cette décision à exécution, il éliminera tous les obstacles qui l'empêchent de fabriquer des bombes nucléaires. C'est exactement ce dont les Iraniens nous menacent. Ils disent qu'ils vont attacher une bombe atomique à un missile et l'envoyer sur Tel Aviv ou ailleurs, là où vous vous y attendez le moins. Vous voyez, même avant cette guerre, l'Iran avait déjà accumulé plus de 400 kg d'uranium enrichi à 60%. Si cette réserve est enrichie à 90%, cela donnera suffisamment de matière fissile pour environ 10 à 15 ogives nucléaires. La majeure partie de cet enrichissement a eu lieu sur le site de Fordo, et, selon l'AIEA, l'Iran a même réussi à enrichir de l'uranium jusqu'à 83,7%. C'est seulement 6,3% de moins que le niveau militaire. En plus de l'enrichissement de l'uranium, l'Iran a également secrètement développé des composants spécialisés pour les armes nucléaires. Cela n'a pas commencé après les attaques de juin, mais il y a plusieurs années. En mars 2025, quelques mois avant la guerre, la directrice du renseignement national des États-Unis, Tulsi Gabbard, affirmait que les services de renseignement pensaient toujours que l'Iran ne construisait pas d'armes nucléaires. Israël n'était absolument pas d'accord, et les événements récents montrent que les Israéliens avaient peut-être raison. De nouveaux renseignements recueillis durant le conflit, suite à des raids ou frappes israéliennes, auraient convaincu même l'administration américaine que le programme nucléaire iranien était plus avancé qu'on ne le pensait. C'est pourquoi, le 17 juin, le Conseil des gouverneurs de l'AIEA a tenu une réunion d'urgence et, pour la première fois depuis près de 20 ans, a officiellement déclaré que l'Iran avait violé ses engagements en matière de non-prolifération nucléaire. La superbombe pénétrante américaine, ou MOP, est la bombe anti-bunker la plus puissante de la planète, et cela nous amène directement à la raison pour laquelle, en fin de compte, seuls les États-Unis peuvent porter un coup décisif aux ambitions nucléaires de l'Iran. Pesant environ 13 600 kg, soit près de 30 000 livres, la MOP est la plus grande et la plus puissante bombe non nucléaire des États-Unis. Elle vise uniquement à pénétrer des installations enfouies, traverser roches et béton, puis exploser sous terre avec une grande puissance destructrice. Lors des essais, la MOP a traversé plus de 60 mètres, soit environ 200 pieds de béton ou de roches dures avant d'exploser. Exactement ce qu'il faut pour détruire le site iranien de Fordo. Les ingénieurs américains ont réussi cela en fabriquant le corps de la MOP à partir d'alliages d'acier trempés spéciaux, conçus pour ne pas se briser à l'impact, mais pour pénétrer profondément sous terre avant qu'un détonateur retardé ne provoque une puissante explosion. Certains se demandent pourquoi l'Amérique ne donne pas simplement ses bombes à Israël pour qu'il s'en charge. Ce n'est pas si simple, car un seul avion au monde peut réellement transporter et utiliser la GBU-50 Massive Ordnance Penetrator. Il s'agit du bombardier furtif B-2 Spirit de l'US Air Force.
De plus, le B2 offre la furtivité nécessaire pour pénétrer dans l'espace aérien iranien sans être détecté, surtout si les défenses aériennes iraniennes fonctionnent encore autour de sites comme Fordo, même si cela devient alors moins important. Israël a déjà obtenu la supériorité aérienne en détruisant plus de 70 batteries de missiles solaires iraniennes. En fait, Israël a déjà accompli 90% du travail le plus difficile. Désormais, tout dépend des États-Unis et du bombardier B2 qui doivent porter le coup final et achever l'opération. Il est maintenant clair pourquoi nous ne pouvons pas remettre les bombes à Israël. Mais nous pourrons aider Israël et le monde à se débarrasser de la menace immédiate qui pèse sur l'existence de la planète Terre, et de notre civilisation à tous en détruisant le programme nucléaire iranien. En fait, l'effacer complètement de la surface de la Terre. Il ne faut en aucun cas le faire. Brûler leur business pétrolier. Et en général saboter leur industrie, leur infrastructure et tout ce qui s'ensuit. Parce que si, après la fuite des ayatollahs, il n'y a plus rien à manger dans le pays, ils iront tous en Europe. Les 100 millions, tous. Ils sont 92 millions. S'il y en a moins de 100 millions, alors il faut les éliminer complètement, mettre fin à leur programme nucléaire et empêcher le pays de s'effondrer. Ce sont deux énormes tâches avec lesquelles, sans comprendre comment les résoudre, on ne peut pas commencer l'opération. Mesdames et messieurs, la cerise sur le gâteau, qui s'appelle... Dans une émission très psycho-gauchiste qu'il est impossible de regarder à cause de l'absence totale de logique, de mon point de vue. Ils n'invitent que des gens qui sont absolument d'accord avec eux sur tout. Et l'invité, plus 5 animateurs, chantent en chœur, disons, des louanges à Joe Biden ou à Kamala Harris. Et des anathèmes, de terribles anathèmes à toute personne qui dit quoi que ce soit. Disons pour ainsi dire, à propos du fait que on ne persécute personne ici, apparemment. L'Amérique est un pays terrible, effrayant, où nous persécutons tout le monde. Il est impossible d'y vivre. Nous serions tous partis, mais nous ne pouvons pas vous laisser. Parce que sans nous, vraiment, pour ainsi dire, nous devons être ici. Mais en réalité, bien sûr, personne n'a l'intention de partir nulle part. Sauf ceux qui ont quelque chose à se reprocher, du point de vue des affaires criminelles. Et c'est pour cela que les membres de ce cercle hollywoodien sont partis, disant ne pas vouloir vivre avec Trump, mais en réalité, ils craignaient que leurs affaires soient dévoilées. Bon, d'accord, ils ont invité Arnold Schwarzenegger. Donc lui, en général, il aime bien griffer Trump. Dire qu'il a tort, tout ça, il se dit politicien. Donc, moi aussi, je suis politicien. Donc, je comprends moi-même. Et lui, il est venu, il a pris une grande tasse de thé, et il a annoncé qu'il serait ravi de répondre aux questions des charmantes dames. Et les dames, qui ne se doutèrent de rien, ont commencé à poser des questions. Si vous êtes immigré, vous l'êtes dans ce pays. Avez-vous eu une réaction instinctive à ce qu'ils font, à ce que fait l'ICE, lorsque vous voyez ces vidéos? Vous savez, je vais vous dire, vous avez dit immigré. Et je suis tellement fier et tellement heureux que les Américains m'aient accepté comme ça. Imaginez, je suis arrivé ici à 21 ans sans absolument rien. Et j'ai pu construire une telle carrière. Je veux dire, dans aucun autre pays au monde, vous n'auriez pu faire cela. Tout, absolument tout. Que ce soit ma carrière dans le culturisme, ma carrière d'acteur, devenir gouverneur, la belle famille que j'ai fondée. Arnold a été gouverneur de Californie, pour ceux qui l'ignoraient. Il a commencé à raconter à quel point l'Amérique est formidable, à quel point l'Amérique est bonne. Aux 5 harpies assises à la table, qui depuis des années racontent à quel point l'Amérique est horrible. Tout ça... Les gens oublient qu'Arnold Schwarzenegger a été gouverneur de la Californie. Comme l'Amérique. Petite digression. Et c'est pourquoi je suis tellement heureux de voir de mes propres yeux que c'est le plus grand pays du monde. Et c'est la terre des opportunités. Et je pense que c'est parce que je suis un Américain fier et un immigrant fier. Mais le point clé est aussi qu'en même temps, nous devons tout faire légalement. C'est ici que les filles se sont assises. Elles se sont assises, ébahies, regardant leur idole. Comment, chez nous, il faut respecter la loi? Et qu'en est-il des pauvres criminels que nous protégeons depuis tant d'années? Voilà,
Il n'a donc pas lu le manuel du Parti démocrate sur l'amour des criminels, surtout ceux qui sont noirs ou de orientation sexuelle non traditionnelle. Schwarzenegger, quel type? Schwarz est noir, un noir noir. Si on traduit en russe, n'est-ce pas? Probablement. Ils ont pensé qu'il était devenu fou. Ça ne va pas leur plaire. Oh, c'est important, vous comprenez, il faut tout faire légalement. Ceux qui commettent des actes illégaux en Amérique ne sont pas intelligents. Oui, je suis foutrement d'accord, parce que quand tu arrives en Amérique, tu es un invité et tu dois te comporter comme un invité. Quand je suis invité chez quelqu'un, c'est eux qui font tout. On ne va pas chez quelqu'un incendier sa voiture en visite. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas poli. Garder tout propre, faire le lit et faire tout ce qui est nécessaire. C'est comme ça qu'il faut faire. Faire ça, et non pas commettre un crime ou se comporter de façon offensante ou quelque chose comme ça. C'est ça l'essentiel. Quand tu deviens immigrant, tu dois penser « D'accord, je vais en Amérique parce que je veux profiter des merveilleuses opportunités qu'il y a en Amérique. » Alors il faut se dire « D'accord, si je reçois tout ça de l'Amérique, je dois donner quelque chose en retour. » Tu as une responsabilité en tant qu'immigrant. Donner quelque chose à l'Amérique et faire quelque chose pour ta communauté. Fais-en une partie de ton plan. Un endroit. Je ne sais pas. Oui, mais la première fois, ils étaient silencieux. Et tu peux voir comment il les a fait taire. Au début, il les encourageait. Mais le point clé reste le même. C'est tout. Nous devons tout faire légalement. C'est le plus important. Tu comprends? Donc tu dois tout faire légalement. Et ceux qui commettent des actes illégaux en Amérique... On voit qu'ils ont tenté de l'interrompre et de l'empêcher de parler ensuite. Quoi? Que veux-tu dire? Qu'entends-tu par légalement? Le public venu écouter les délires de 5 juments hilars s'est soudain mis à applaudir Schwarzenegger, parce que ce qu'il disait était simple, clair et logique. Les gens réagissent très bien à une logique claire. Eh bien, nous avons terminé pour l'instant. Je voudrais encore une fois attirer votre attention sur notre boutique en ligne avec des produits qui plairont à tous ceux qui sont pour la liberté, contre le vol, pour l'indépendance, contre l'asservissement. L'asservissement de l'individu par n'importe quel collectif. Parce qu'il n'y a que la liberté. Parce qu'il n'y a que la liberté. C'est l'état dans lequel la créativité se produit, dans lequel la société peut... Qu'est-ce que la liberté en général? C'est quand tu es responsable à 100% de tout ce qui t'appartient. Tout ce qui vient de toi, ta vie, tes pensées, tes biens, tout t'appartient. Personne n'a le droit de s'approprier même 1% de ce qui est à toi. Et toi, tu n'as pas le droit de t'approprier ne serait-ce qu'1% de ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Et si cet état de toute la société, c'est ça la liberté? Alors, regardez ces produits remarquables. Nous utilisons le profit pour soutenir la chaîne, naturellement. Nous avons aussi un programme de soutien, mesdames et messieurs. Pour 4 $ par mois, vous pouvez devenir sponsor et vous aurez le sentiment agréable de nous aider. Si vous le souhaitez, vous pouvez rendre ce sentiment encore meilleur, peut-être avec 40 $ par mois ou même 140 voire 425. C'est ce qu'on appelle « celui qui veut beaucoup de bonnes sensations donne plus ». Pour ceux à qui 4 $ de bonnes sensations suffisent, cela nous suffit aussi. Merci beaucoup à vous. Voilà, très bien. Eh bien, d'ailleurs, voici ce que reçoivent ceux qui nous donnent la possibilité de régler tous nos problèmes techniques. Il faut quand même leur donner quelque chose. Messieurs, nous préparons des vidéos supplémentaires un peu plus approfondies et plus tard nous organiserons des rencontres avec les personnes qui nous aident à soutenir la chaîne. Vous nous aidez, nous vous aidons. Et bien sûr, nous en sommes très heureux et nous vous en sommes très reconnaissants. Sur ce, nous terminons, mais s'il vous plaît, jetez quand même un œil à notre boutique en ligne. Amis et personnes partageant nos idées, nous avons décidé de diffuser nos opinions d'une autre manière. Le premier, c'est bien sûr la chaîne Léon Weinstein US, une chaîne d'actualité politique. La deuxième, c'est aussi la chaîne Feuille de route vers la liberté, et tout cela est copié sur camerton.global, sur le site web.
Et sur la chaîne Feuille de route, nous parlons de la nouvelle science Evolutional Science, dans laquelle, comme en géométrie, il essaie prouver que le collectivisme mène toujours à la perte de la liberté et à l'appauvrissement. Troisièmement, il y a Camerton.global lui-même, où vous pouvez soit gratuitement, soit en achetant, accéder à différents livres, conférences, où vous pouvez apprendre à éduquer les enfants. Et maintenant, nos slogans se trouvent sur des casquettes, des mugs, des t-shirts, des vestes, des sacs. Par exemple, vous portez un t-shirt ou prenez un sac avec l'inscription libérale. Pay taxes, c'est-à-dire tu es libéral, alors paie des impôts. Ou une tasse avec une inscription. Freedom of my. Ensuite, chez nous, c'est un freedom et tu reçois un sac avec l'inscription libérale. Et par exemple, avec l'inscription Love Speech. Et voilà, la liberté de ma parole. Le sac. Laissez les libéraux avorter. Laissez les libéraux faire des avortements. Le t-shirt. Marx aimait les taxis. Je n'aime pas les taxis. C'est-à-dire que Marx aimait les impôts. D'ailleurs, il ne les payait pas. Et moi, je n'aime pas ça. Il y a aussi une veste à capuche avec l'inscription Liberal or Smart. Donc tu es soit intelligent, soit libéral. Là, vos amis vont sûrement apprécier un sac avec l'inscription Way more equal than you. Je suis bien plus égal que toi, ou tu sais, que tous les autres. Et vos enfants, les libéraux, seront ravis de recevoir un cadeau avec l'inscription Tolerance is overrated. L'importance de la tolérance est largement exagérée. Chaque fois que vous regardez une vidéo sur cette chaîne, il y a une boutique en dessous de la description. Avec ces articles amusants et d'autres, l'assortiment sera constamment élargi. D'ailleurs, si vous avez des idées d'inscription intéressantes, écrivez-les dans les commentaires. Si nous acceptons l'une de vos propositions, vous recevrez de notre part un sac et une tasse avec l'inscription que vous avez proposée, en cadeau. Regardez tout de suite, quand vous aurez fini de regarder cette vidéo, allez voir la boutique, le shop, comme on l'appelle, oui. Eh bien, j'espère que ce que vous y trouverez vous plaira. Mesdames et messieurs, tous les revenus que nous y gagnons servent aux besoins de la chaîne.